Bonjour, très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci de me recevoir chez vous. Alors, merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour le partage. Alors, je voulais aborder mon deuxième sujet d'aujourd'hui. J'étais en train de dire que Tshisekedi a pris de très bonnes décisions dans cette guerre, dans cette crise. Et cela par rapport à Paul Kagame et à beaucoup même les opposants. Et c'est là où je demande aux opposants vraiment de suivre ce que je veux dire et voir s'il y a quelque chose d'important. Parce que vous allez dire qu'on fait des djalelo, mais vous allez comprendre que cette décision que Tshisekedi a prise, même si vous êtes opposant, par honnêteté intellectuelle, il faut les reconnaître. C'est ça même l'élégance d'un homme, d'un intellectuel, c'est de dire Tshisekedi a bien fait ici, Tshisekedi n'a pas bien fait. Alors, voyons ensemble quelques décisions que Tshisekedi a prises et voyons si ces décisions-là sont mauvaises. Je ne parle pas de la gestion au niveau intérieur, je ne parle pas de la gestion des millions, tout ça. Je sais que là, il y a peut-être des problèmes, mais dans cette histoire de guerre avec le Rwanda, Tshisekedi a pris des décisions salvatrices. Alors, je vais commencer par là. Alors, ma thèse est que le Rwanda avait cet accord de paix avec la RDC beaucoup plus que nous. Ça, je l'ai déjà dit une fois et je le répète encore. Et même les M23, AFC, ils veulent cet accord de paix. Ils veulent ces négociations. Ils le veulent. Ils veulent avoir cette paix. Et pourquoi? Vous avez vu les recrutements qu'il y a eu là-bas à Goma? Ils étaient dans une région comme ça. Il y avait un peu de gens et il y avait même quelques femmes. Ils ont refusé même une femme qui était en train d'allaiter. Oh, et puis dans les commentaires, c'est qui vous Morning Post? Je suis en train même de le citer. Je ne les aime pas. Je n'aime même pas prendre leur mot dans ma bouche parce que ce sont des propagandistes, des envahisseurs. Vraiment, il faut... Mais ok, mais on est obligé de regarder tout ça. Alors c'est là où j'ai vu et on disait que non, ces gens-là ne sont pas forcés. N'oubliez pas qu'il n'y a pas longtemps, on parlait qu'ils forcent les gens, ils recrutent les jeunes, tout ça. Donc, il y a un problème. Il y a un problème là-bas de recrutement. Il y a un problème. Ils n'ont pas assez d'hommes. C'est ce que je peux comprendre par là. Donc, ils n'ont pas assez d'hommes. Je pense qu'ils n'ont plus ni le Rwanda, ni les M23 ont les moyens nécessaires pour continuer à faire la guerre. Ils sont essoufflés. Alors, imaginez, d'ailleurs, c'est le ministre rwandais des Affaires étrangères qui le disait, le Congo ne veut pas la paix, négocier et ils veulent faire la guerre. Là, je suis en train de comprendre quelque chose. C'est qu'ils savent que cette histoire de guerre n'est pas encore finie. Même si on a signé les accords, il y a comme quelque chose encore, comme une rancune entre le Congo et un jour ça va éclater. Une guerre intense n'a pas encore commencé. La vraie guerre, la guerre vraiment là, comme ça, n'a pas encore commencé. C'est ce que je comprends dans ça, dans la logique. Alors, si les Rwandais sont honnêtes avec eux-mêmes, et d'ailleurs c'est ce que Madame Thérèse Kaikwamba Wagner répète tout le temps, on ne peut pas être fournisseur des militaires à l'ONU et tuer les militaires onusiens ou combattre, envahir un autre pays. Ce n'est pas possible. Là, ils sont coincés. Sur cette question-là, ils sont coincés. Alors, en même temps, s'il y a une guerre intensive, vraiment intense, je veux le dire, et les militaires rwandais, on les compte, et je ne sais pas si c'est 40 000 ou... Ils sont morts beaucoup au Congo. Ils sont morts beaucoup au Congo. Ça veut dire que s'il y a la guerre intense, et ils doivent aller vers Kisangani, ils doivent aller vers Katanga, Kindu, tout ça. Ils sont en train de s'éloigner et de s'éloigner de leur base arrière. Ça ne sera plus facile de fournir leurs militaires en armes, en munitions et tout ça. D'abord, ils n'ont plus l'argent. Peut-être ils n'ont pas assez de moyens pour faire nourrir les militaires, pour payer les militaires, s'éloigner encore de leur base. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y aura beaucoup. Ils vont perdre.
ils vont perdre. Ça veut dire qu'ils doivent prendre aussi leurs militaires qui sont à chose. Ils doivent prendre leurs militaires qui sont au Mozambique, peut-être rappeler les militaires qui sont des Nations Unies pour continuer la guerre. Et je ne pense pas que tout cela va faire quelque chose de positif pour le Rwanda. Donc, vous comprenez que ni le Rwanda, ni les M23 sont à mesure de faire la guerre. Tous, ils sont en train d'attendre les fameux accords de paix. Alors, je pense que ce qui les a le plus vraiment choqués, c'est qu'eux, ils pensaient que s'il faut tomber Goma, si Goma tombe, si Bukavu tombe, Tshisekedi sera en position de faiblesse et Tshisekedi va négocier. Alors, c'est le contraire qui s'est produit. D'ailleurs, ce ne sont pas seulement eux qui ont pensé, qui se sont trompés. La Senko ECC s'est trompée, c'est pourquoi la Senko est venue tout de suite avec leur histoire de pacte et tout ça. Les opposants se sont trompés. Parce que les choses, au lieu même que vraiment Tshisekedi panique, Tshisekedi, c'est comme s'il est ressorti beaucoup plus fort de cette situation. Alors, il ne faut pas oublier aussi que Tshisekedi, depuis, on l'accusait de faire des voyages inutiles et tout ça, mais la diplomatie de la République démocratique du Congo commence à fonctionner. On commence à être attendu. On attend la République démocratique du Congo. Et il ne faut pas négliger les manifestations des Congolais qui a eu lieu à l'extérieur du pays. C'est un problème maintenant qui est connu de tout le monde. On sait que dans tout, par exemple, quand nous on donne même des petits séminaires ici et tout ça, on explique les minéraux qui sont là viennent du Congo et tout ça, et ça sensibilise tout le monde. Ce qui fait qu'au niveau médiatique, le Rwanda a complètement perdu. Au niveau même numérique, la guerre numérique, le Rwanda a complètement perdu. Alors, les négociations de Doha sont au point mort, ce qui est une déception même pour les gens du M23 parce qu'ils voulaient attendre, ils étaient en train d'attendre que quelque chose se passe là-bas, tout ça pour que la guerre se termine. Tout le monde est fatigué de cette guerre. Même les Rwandais et les M23, tous ils sont fatigués. Alors, une autre bonne décision que le président a prise, c'est de ne pas aller avec la Russie. Tout le monde, je me souviens, la pression qu'il y avait, il faut aller en Russie, prendre les armes. Alors, le président est resté toujours très calme. Vous savez, on aurait pu avoir des armes de la Russie, mais cette guerre ne serait pas finie. On aurait pu s'entretuer entre nous, tuer les autres Africains, je ne connais pas quelque part où la Russie a fini une guerre. Au contraire, la Russie n'a fait que perdre guerre. Ok, Afghanistan et tout ça. Et la Syrie, il n'y a pas longtemps. Donc, je ne vois pas là où la Russie est intervenue et il a fini une guerre. Donc, on aurait pu avoir les armes et puis on continue à se battre et puis il n'y a rien. Alors là aussi, le président a pris une bonne décision de ne pas vouloir aller en Russie. Acheter les armes et tout ça. Entre-temps, je ne dois pas oublier que la nomination de Lutundu, je venais de le dire peut-être, la nomination de Lutundu, la nomination de Maneb Kaikwamba a changé complètement la direction de notre démocratie. Donc, on a vraiment enterré le Rwanda sur le terrain où ils étaient en train d'exceller. C'est là où on les a enterrés, complètement. Hein? Quelquefois, j'ai l'impression que quand Olivier voit Madame Kaikwamba, elle a envie de fuir. Il a envie de fuir, c'est ce que je voulais dire. Alors, tu vois, une autre décision que le président a prise qui est importante, c'est qu'il a décidé de faire la démocratie, de la démocratie au lieu de continuer à cause de quoi? Des traîtrises, à cause des défections, à cause des déconfitures au niveau de l'armée. Le président a pris une décision de
négocier directement avec le Rwanda. Textuellement, c'est que Zelensky est en train de faire maintenant. Lui aussi, il va directement négocier avec Poutine. Tshisekedi, lui aussi, avait dit, je vais négocier directement avec le Rwanda. Je vais venir après sur toi. Une autre décision où moi-même, j'étais choqué. J'étais vraiment choqué. Il a décidé d'aller négocier avec le M23 à Doha. Ce sont les négociations qui venaient d'être bloquées à Doha là-bas. Et alors, le gouvernement négocie avec le M23. Lui, il dit, je vais négocier directement, parler directement. Je ne négocie pas avec le patin. Ça, c'était d'une clairvoyance énorme. Parce que négocier avec le M23, c'est leur donner une certaine légitimité. Ce sont des pantins. Ce sont des marionnettes. Alors, le président a refusé cela. Génial. Génial. C'est pourquoi les gens là, ils sont en perte. Ils parlent, oh, Chilombo, Chilombo. Parlez de Chilombo comme vous voulez. Appelez-les même fois Chilombo. Parce que vous pensez que si vous appelez quelqu'un Chilombo, c'est comme si vous m'appelez moi ici Oleko. Quand vous m'appelez, c'est mon nom, non? Qu'est-ce que ça change? Oh, Chilombo, Chilombo. Vous pensez que Chilombo, c'est une insulte ou quoi? Mais vous êtes en coincé, les gens du M23. Vous êtes coincés. Vous êtes coincés. Alors, hein, M. Nanga, M. Wemby, il faut lui dire, M. Wemby, il paraît que tu es Moukoussou, okay, ça veut dire que tu parles aussi qui t'était, n'est-ce pas? Il faut demander à votre Nanga, est-ce que vraiment là-bas la tension ça va? Nanga, ça ne va pas, hein? Ça ne va pas. On lui a posé la question de savoir qu'est-ce que vous faites des minéraux que vous exploitez. Oh non, c'est Tshisekedi qui vient avec sa famille pour exploiter les minéraux. Alors, en tout cas, je ne sais pas, vous avez besoin de calmant. Vous occupez Roubaïa et tout ça, et la famille de Tshisekedi vient exploiter le minerai. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut même dire. Alors, vous voyez que avec les histoires de consultation des... Ça aussi, c'était génial. Recevoir les gens de Senco et CC. Et puis dire, oh, je trouve peut-être votre initiative louable. OK. Quand on a dit, trouve votre initiative louable, aïe, tout ce qu'ils avaient comme secret, tous leurs petits complots, tout. Mais non, on sait tout. On sait tout ce que M. Cholet, M. Senga, M. Mouteba, tout ce qu'ils étaient en train de mijoter, on le sait maintenant. Oh, ils ont pris seulement leurs petits pèlerins et leurs petites robes. Oh, tout à coup, oh, ils sont chez Sassou Nguesso. Ils sont... Maintenant, on sait ce qu'ils sont. On sait vraiment ce qu'ils sont. Tout simplement des pantins aussi au service du Rwanda. Et des Kabila et des Katumba. C'est ce qu'ils sont. Alors, maintenant, vous voyez, maintenant avec les oh, Jésus. Avec les consultations, tu sais, moi, j'ai trouvé cette histoire des consultations, c'est comme bizarre, j'ai trouvé cette histoire des consultations. Pourquoi tout ça? Mais c'était une idée, on va faire des consultations, on a consulté tout le monde. Les gens de l'opposition disent non, non, on ne vient pas. Non, on ne vient pas. C'est ça, on a dit non, je ne viens pas. Fayoul dit je ne viens pas. Oh, nous, on veut seulement voir cette histoire de négociation, dialogue je ne sais pas comment, pacte social, tout ça, mais seulement qui est organisé par les pères spirituels. OK, maintenant, et les pères spirituels, et les opposants, tous, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont complètement affaiblis. Quand vous venez demander là, que Tshisekedi vous donne, accepte d'organiser vraiment ces assises. Qu'est-ce que vous en... Pourquoi vous, après avoir tout ça, vous refusez? L'autre même dit, c'est moi qui suis l'initiateur et tout ça. C'est Fayoulou. Et puis, entre-temps, après, c'est la Senco. On ne sait même pas qui est l'initiateur parce que Fayoulou le réclame la paternité. Senco réclame la paternité. Senco fait tout ça. Tout à coup, vous demandez à ce que Tshisekedi vous reçoive et vous donne une certaine légalité, une certaine légitimité que vous êtes allé chercher à France, à Congo-Brazzaville, en Angola, vous êtes allé chercher à Kigali, en Ouganda, au Kenya, aux Nations Unies. Vous n'avez pas reçu ça, hein? Hein?
Ah, c'est génial. Je ne sais pas, mais oh, je ne sais pas si moi-même, si j'étais dans cette chaudière-là, si je vais avoir cette lucidité de faire quelque chose comme ça qui met vraiment différents partis, qui affaiblit différents foyers en même temps, complètement. L'opposition finie, tout ça. Alors, maintenant, il y a par exemple cette histoire de guerre. Pourquoi je pense que le président Tshisekedi a pris de très bonnes décisions? Vous savez, la guerre en Ukraine est vraiment semblable à la guerre que nous connaissons au Congo, à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense que la guerre aussi là-bas en Ukraine est à l'est de l'Ukraine. Ok, corrigez-moi, je pense aussi. Alors, il y a une guerre de pillage, d'occupation par la Russie. On voit les ressources, on tue là-bas aussi, on viole, tout ça. Les Russes, par exemple, pour venir intervenir en Ukraine, ils ont parlé du fascisme. Il y a du fascisme, il y a de la discrimination. On est en train de discriminer des Russes de l'Est, tout ça. Alors, vous comprenez que c'est presque la même rhétorique, et même des problèmes de sécurité. Ils ont la même rhétorique. Oh, il y a vraiment, l'Ukraine va entrer dans l'OTAN, nous on a un problème de sécurité. Les mêmes argumentaires que Kagame. C'est pour cette raison le président ne voulait pas. Parce que vraiment, si vous vous alignez avec la Russie, vous êtes en train vraiment de tuer complètement cet argumentaire de dire comment vous pouvez accepter qu'un pays comme ça nous envahisse. C'est pourquoi le président n'a pas pris cette décision-là d'aller en Russie. C'est pour cette raison, lui, il a plutôt utilisé, il parlait toujours, il y a deux poids ou il y a un double standard. La même chose que vous faites la même chose pour la Russie, contre la Russie, vous donnez des sanctions contre la Russie, vous voulez même faire la guerre contre la Russie et tout ça, vous acceptez même les réfugiés qui viennent de l'Ukraine et tout ça. Et la même chose est en train de se produire en Afrique, chez moi, et vous ne faites en République démocratique du Congo, et vous ne faites rien. Ce discours-là a résonné. Si vous écoutez souvent Macron revient toujours sur il ne doit pas avoir double standard, il n'y a pas d'avoir double standard, parce qu'ils ont compris. Ils ont compris. Maintenant même, cette histoire de violation de droit international, tu attends toujours Mme Kaikwamba revenir là-dessus, parce que c'est le langage que les Européens comprennent. Que non, ils sont en train de violer l'intégrité territoriale. C'est la même chose que la Russie a fait, c'est la même chose que le Rwanda a fait, et que violer l'intégrité territoriale ou la souveraineté d'un pays est interdit par le droit international. Vous avez suivi même le ministre des Affaires étrangères de la Belgique le dire, on répète la même chose. Alors ça, c'est aussi une très bonne décision du président de ne pas aller en Russie comme tout le monde voulait l'envoyer aller en Russie, oh, Traoré est parti en Russie, Ibrahim Traoré. Pourquoi vous comparez Tshisekedi à Traoré? Est-ce que je vais mettre du temps à vouloir comparer les deux leaders? Le Congo, ce n'est pas le Burkina Faso. Hein? C'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas les Nigérians. Les Congo. Quand on s'est réunis là-bas à Berlin pour partager l'Afrique, ils sont allés se réunir à cause du Nil, à cause de l'Afrique du Sud. C'est pour vous donner tout simplement l'importance du Congo. L'importance du Congo, c'était la conférence sur le Congo. Ça n'a pas changé. Alors vous allez comparer Traoré avec... Est-ce que Traoré reçoit la pression que Tshisekedi reçoit? Ah ouais. Alors vous voyez, Zelensky a fait
textuellement, je ne sais pas qui a copié qui, ou c'est par hasard, ou je ne sais pas. Mais Zelensky fait la même chose dans sa lutte contre la Russie que ce que Tshisekedi a fait. La même chose. Et je vais vous montrer. La même chose. Alors, la première des choses, il y avait cette histoire entre Zelensky et Trump à l'Oval Office, je sais pas, au bureau Oval, où Trump était en train de lui dire « Tu es en position de faiblesse, tu dois signer le deal, tu dois signer, tu dois signer, tu dois signer. » Alors, parce que tout le monde comprend que Trump est dans la diplomatie transactionnelle. Pour que Trump te donne quelque chose, tu dois aussi lui donner quelque chose. Pour Trump, il n'y a rien pour rien, mais on les comprend. C'est un monsieur qui était tout le temps dans les affaires. Lui, si tu lui donnes, il doit reprendre quelque chose. Vous avez même vu comment il est difficile à donner des offrandes quand il va dans l'église. Vous avez déjà vu ça? Pour donner de l'argent dans les corbeilles là, ne crois pas que Trump laisse beaucoup d'argent là-bas. Hein? C'est un homme d'affaires. Tu donnes et je reprends. Tu donnes, je reprends. Alors, c'est pourquoi il disait toujours, vous êtes en position de faiblesse. Vous avez besoin de nous. Nous, on a besoin de minerais. Il faut nous donner ces minerais. Signez le deal. Comme ça, moi, je vais continuer à vous soutenir. Pourquoi? Parce que l'Ukraine a besoin du soutien des États-Unis. Pas de la France, pas de l'Union européenne, des États-Unis. Tshisekedi aussi a reconnu la même chose. Il a reconnu tout de suite, oh, c'est comme ça. Donc, il a besoin, là aussi, il a besoin, ils ont besoin de minerais. Alors, nous, on a besoin de la sécurité. Trump veut les minerais. Nous, on a besoin de la sécurité. Donnez-nous la sécurité, on fait un deal. Ça, c'est génial. D'ailleurs, c'est Lutunula qui a expliqué ça mieux. Je ne savais pas que c'était quelque chose. Lutunula a expliqué ça vraiment mieux. Il a dit, nous, on savait toujours qu'à cause de la position géographique de la République démocratique du Congo, mais aussi à cause de nos richesses, nous pouvons avoir quelque chose à donner. Et par rapport à cela, changer aussi la donne autour de cette guerre. Vous comprenez que ça, c'est aussi reconnaître cela et saisir cela. C'est déjà quelque chose de génial. Alors, reconnaître aussi les rôles incontournables, stratégiques, incontournables de la RDC dans la guerre froide, économique froide entre entre les États-Unis et la Chine, entre la Chine et l'Union africaine, l'Union européenne, je voulais dire, pardonnez-moi, entre la France et la Russie, reconnaître cela et jongler, comprendre comment on peut tirer avantage de tout cela, c'est aussi génial. C'est une décision qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui, où nous disons que le Rwanda est faible, que le Rwanda a beaucoup plus besoin de nous que d'eux, que le Rwanda a beaucoup plus besoin de signer la paix que nous. Avant, qu'est-ce que nous on pensait? Nous, on pensait même que le Rwanda est beaucoup plus fort que nous. Non, pas seulement ça. Vous attendez... On parle toujours du bassin du Congo, bassin du Congo, bassin du Congo. Alors, et ils ont compris cela. C'est pourquoi ils sont venus avec ces slogans « Pays solution ». Donc, non pas seulement pour solution au niveau de la transition énergétique, mais aussi au niveau de la pollution atmosphérique et tout ça. Alors, ça a joué aussi un rôle important. Ça a joué aussi un rôle important. Alors, vous voyez maintenant que Tshisekedi a pris beaucoup de décisions, peut-être risquées, mais qui ont été très salvatrices pour la République démocratique du Congo. Alors, vous voyez par exemple maintenant, Trump est à Riyad, à Doha, à Abu Dhabi, et puis de là, peut-être il va aller en Ankara, à Istanbul, parce que normalement, j'étais en train de dire que demain, le 15, peut-être, il faut écouter comment c'était stratégique les décisions de Tshisekedi. Beaucoup d'entre vous, peut-être vont négliger ce que je vais dire. Peut-être je ne l'exprime pas comme il faut. Prenez le temps d'écouter, de réfléchir.
Ces messieurs a pris des décisions très salvatrices pour notre pays. Je ne sais pas là où on serait aujourd'hui s'il n'avait pas l'habileté et la sagesse de prendre ces décisions. Je ne sais pas si moi je serais en mesure de prendre des décisions comme ça dans ces conditions de pression ou même des menaces de mort. Alors Trump est là-bas. Vous avez vu comment on l'a accueilli, parce que c'est ce qu'il aime. Il aime qu'on l'accueille comme ça, comme roi et tout ça. Alors de là, il va aller peut-être à Qatar, et de Qatar, il va aller à Abu Dhabi, et d'Abu Dhabi, peut-être, il va aller à Ankara ou à Istanbul. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'il y ait des négociations là-bas entre l'Ukraine et la Russie. Alors, ce qui s'est passé, quand vous avez suivi toute la politique, toute la polémique autour de l'avion que le Qatar a proposé à Trump, parce qu'ils savent, Trump veut un avion, il veut un avion. C'est la diplomatie, il faut connaître ce que les gens veulent, ce que les gens veulent attendre. Trump veut un avion. Dans son premier mandat, il voulait un avion. L'avion avec lequel lui est en train maintenant de voler, il trouve que c'est petit, il veut un avion. Alors, il veut un avion, n'est-ce pas? Alors, le Qatar propose. Alors, les gens qui disent, oh, Tshisekedi est en train de brader les minéraux de la République démocratique, Tshisekedi est en train de brader. Est-ce que vous attendez ces discussions-là en Ukraine? Vous attendez ces discussions-là à Doha? Il y a par exemple l'Arabie Saoudite qui venait de signer un deal de 600 milliards de dollars d'armement. Est-ce qu'ils ont besoin de ces armées-là? Ou tout simplement, ils veulent faire quelque chose pour recevoir quelque chose de la part de Trump, la sécurité, gagner Trump. C'est ce qu'ils veulent. Et même les Français, tout le monde essaie de faire quelque chose pour gagner la confiance, pour gagner l'attention de Trump. Alors, qu'est-ce que Trump a reçu? D'abord, vous savez que il y a toujours il y avait, je pense, les premiers. Dans son premier mandat, il y avait ce qu'on appelle les accords d'Abraham, ou les accords d'Abraham, c'était des accords signés, je crois, entre le Qatar et Israël, mais je pense aussi entre l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite devait ouvrir son ambassade en Israël, je ne sais pas, Jérusalem. Je ne sais pas si c'est à Jérusalem, peut-être je me trompe. Mais la première des choses que l'Arabie Saoudite a reçues, c'est le rapprochement. Trump a dit qu'il enlève toutes les sanctions contre la Syrie. De deux, ils veulent réouvrir des relations diplomatiques avec la Syrie. Est-ce que vous avez vu les princes les Saoudiens, comment ils étaient en train d'applaudir? C'est ce que ces 600 milliards ont fait. C'est pour qu'il y ait cette histoire, recevoir quelque chose de Trump. D'ailleurs, à cause de cela, peut-être le monsieur là, comment il s'appelle? Ahmad Al-Shara était même reçu à l'Élysée. Vous avez vu ça, non? Tout ça, ce sont des... Alors, les gens vont venir, oh, brader les minéraux, brader les minéraux, brader les minéraux. Vous voulez amener votre pays quelque part, mais il faut faire quelque chose. Il faut donner quelque chose. Il faut reconnaître que notre Trump, lui, s'il veut vous donner, il va recevoir. Qu'est-ce que vous allez donner à Trump? Alors, vous avez vu, ces messieurs-là, il était en train d'applaudir à cause de cela. Mais non pas seulement Trump est dans sa tête, il veut faire la paix. Je vous ai dit, il veut faire la paix. Il est venu comme un président qui veut faire la paix dans le monde. Ok, moi comme chrétien, je sais que ça veut dire tout ça. Vous ne savez pas, mais moi je comprends que c'est quelque chose de très spirituel. Parce qu'il veut même qu'il y ait la paix entre les Arabes et Israël. Alors, qui sont les pays qui sponsorisent le plus les musulmans dans ce monde? Qui sponsorisent le Hamas? Ce sont les Iraniens, ce sont les Qataris. Alors, il y a
un rapprochement entre Qatar, Iran, Houthis contre l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite se rapproche d'Israël. Alors, vous comprenez que tout ça, ça joue un rôle. Alors, Trump, lui, dans sa logique, il veut amener la paix, il va là-bas, il essaie un peu de parler avec les Saoudiens. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'entre les Saoudiens et les Qataris, ça ne marche pas. Alors, vous voyez que Trump, il a une logique. Il veut amener la paix. Alors, il essaie d'amener tout le monde. Donc, il quitte là-bas. Il va à Doha. De Doha, il va à Abu Dhabi. D'Abu Dhabi, toujours dans la quête de la paix, il veut aller en Istanbul. Pourquoi il veut aller à Turquie ou à Ankara? Seulement parce que Trump avait menacé Poutine pour dire il faut un cessez-le-feu de 30 jours. Alors Poutine, quand les Européens ont entendu ça, c'est alors que la France, l'Angleterre, Macron, Stamas, Merz et Tusk sont partis là-bas. Ils ont dit la même chose. Nous aussi, on est venu appuyer l'Ukraine. Nous voulons aussi qu'il y ait une trêve de 30 jours. Maintenant, Poutine lui dit non. Poutine a réagi textuellement comme Kagame. Non, moi je veux des négociations. C'est comme Kagame lui disait, moi je ne veux pas signer, il faut que Tshisekedi aille négocier avec le M23. Alors Poutine il dit, moi je veux des négociations. Je veux des négociations, je ne veux pas de trêve. Pourquoi il dit ça? Parce que Poutine est en train de gagner sur le terrain. Et Poutine est en train de gagner sur le terrain. Poutine a besoin de cette guerre plus que l'Ukraine. Poutine a besoin de cette guerre pour son opinion intérieure, mais pour la démonstration de la force. Mais comme il lui doit aussi pour peut-être sa sécurité. Donc, Poutine a beaucoup plus besoin de cette guerre il veut vraiment... s'il peut aller jusqu'à Kiev, il va aller, ou Kiev, il va aller. Donc, il a beaucoup plus besoin de la guerre que... Maintenant, c'est comme il y a un antagonisme. Parce que Poutine veut la guerre, mais Trump ne veut pas la guerre. Trump veut la paix. Alors, au départ, Trump était pro-Poutine. D'ailleurs, si Poutine était intelligent, il y avait un moment où Trump était en train de dire qu'ils s'arrêtent là où ils sont, qu'ils prennent la partie qu'ils ont pris et l'Ukraine reste comme ça, comme s'il y a la paix. C'est pourquoi Trump pensait qu'on peut faire cette histoire en 2 jours et c'est fini. Alors maintenant, il y a comme Trump dit, il faut cesser le fait de 30 jours. Il faut aller faire des négociations. Il devient impatient parce qu'il n'y a pas la paix. Poutine dit, je vais aller négocier. Maintenant, Zelensky reconnaît tout de suite. Il dit, moi aussi, je vais aller négocier, mais je vais négocier directement. Comme Tshisekedi l'avait dit, je vais négocier directement avec Poutine. Je ne veux pas qu'il y ait des gens qui interviennent. Je vais négocier directement avec Poutine. Maintenant, qui est coincé? Poutine est coincé. Poutine est maintenant coincé. Parce que là, Trump dit qu'il veut aller à Ankara ou à Istanbul pour assister à ces négociations-là. Mais si Poutine dit maintenant, c'est Poutine qui avait proposé qu'il veut aller négocier. Si Poutine dit maintenant, je ne pars pas, Trump ne va pas aller à Istanbul ou à Ankara. D'abord, la première des choses, comme c'était pour Kagame, tout le monde voit que c'est Trump, c'est plutôt Poutine qui ne veut pas la paix. C'est Poutine qui est en train de vouloir empêcher qu'il y ait la paix. Des deux, Trump a dit que s'il ne veut pas négocier, il y aura des sanctions économiques. Donc, il y aura encore beaucoup plus de pression sur Poutine. Des trois, Trump va toujours vouloir militairement soutenir l'Ukraine. Et même maintenant, parce que le plus important dans cette histoire, à cause de Poutine, à cause des positions pro-Poutine de Trump, il y avait comme une
une scission entre l'Union européenne, dans l'OTAN, entre les pays de l'Europe et Trump. Mais maintenant, ils sont ensemble. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire pour nous? C'est là où je veux arriver. Vous comprenez que Poutine est en difficulté. Donc, il doit aller demain, le 15, à Istanbul ou Ankara. Pourquoi? Parce que Zelensky a dit « je vais aller là-bas pour négocier ». Alors, ce que je vois, parce qu'ils ont commencé à faire de rétropédalage, des choses comme ça, ce que je vois, c'est que Poutine ne va pas aller. Poutine ne va pas aller, mais il va finir par aller pour négocier. Ou s'il ne négocie pas, il y aura les Allemands qui vont livrer les armes, il y aura peut-être aussi les États-Unis qui vont livrer les armes. Parce que maintenant, là, l'Ukraine, à cause de la position de l'Union européenne et à cause de la position des États-Unis, se sent maintenant en position de force où elle peut aller négocier phare à phare avec Poutine. Maintenant, quelles sont les implications pour nous? Quelles sont les implications pour nous? La première des choses, comme je l'ai dit, il faut reconnaître que pour Trump, il n'y a que 2 transactions. C'est la première lecture, Trump veut quelque chose. Je ne sais pas, nous, on a proposé un deal. Qu'est-ce que le Rwanda va proposer à Trump? Je ne sais pas. Qu'est-ce que le Rwanda va proposer à Trump? Je ne sais pas. La deuxième des choses, c'est que on a constaté que Trump change de position. Il recule. Trump change de position. Il n'est pas constant. Il change de position et il reste imprévisible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu, dans un premier temps, il était pro-russe. Maintenant, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Pologne, surtout l'Union européenne, ont fait changer Trump d'avis. Même Keith Kellogg, qui fait les négociations en Ukraine, a complètement changé d'avis. Complètement. Il devient maintenant anti-russe. Ils sont maintenant comme derrière l'Ukraine. Suivez. Alors, je ne sais pas, la pression est beaucoup plus maintenant sur Poutine que sur l'Ukraine. C'est ce que je voulais dire. Alors, si Trump recule, est-ce qu'il y a quelque chose que le Rwanda peut proposer à Poutine? Pourquoi j'utilise? Est-ce qu'il y a quelque chose que le Rwanda peut proposer à Trump qui peut faire que Trump recule sur le deal ou sur les accords que nous voulons signer avec les accords de paix, ou même les pousser à ce qu'ils cherchent à faire, à couper la poire en deux, ou même peut-être à donner quelques avantages au Rwanda. Je ne sais pas. Je suis en train seulement de poser des questions. Je répète, c'est un type qui recule. D'ailleurs, il a reculé dernièrement, il a reculé sur les tarifs contre la Chine. La Chine a fait pression, il a reculé. Donc, c'est quelqu'un qui recule. C'est quelqu'un qui recule. Alors, et puis c'est quelqu'un qui veut recevoir quelque chose. C'est pourquoi je pose ces questions-là. Je ne sais pas. Nous, on a proposé le deal, mais je ne sais pas ce que le Rwanda pourra proposer. Plutôt, mon problème, là où je vais en venir, où là c'est important, où je vais réfléchir, c'est sur le rôle que la France a joué, surtout Macron a joué pour faire reculer Trump. Parce que la France a beaucoup d'intérêt pour le Rwanda. Je venais de vous le montrer que le Rwanda est tellement faible. La France a besoin des militaires rwandais là-bas, au Mozambique, en Centrafrique. Alors là où la France ne peut plus aller avec ses militaires, on envoie les Rwandais. Alors c'est pour dire que je ne sais pas, parce qu'il y a la France qui est derrière, qui essaie un peu d'aller à Doha. Il était aussi au département d'État et tout ça. Alors je ne sais pas quel est le rôle que la France est en train de jouer
pour faire reculer Trump ou le département d'État dans les négociations entre nous et le Rwanda, pour que le Rwanda reçoive quelque chose. Alors, dans ces négociations-là entre l'Ukraine et la Russie, ils ont proposé une force d'interposition qui sera composée de la France, de l'Angleterre, je pense des Allemands, mais aussi des Polonais. Alors, est-ce que dans ces négociations entre nous et le Rwanda, est-ce que la France aussi est en train de proposer quelque chose comme ça dans les Hintergrund, je ne sais pas comment on dit, dans le background, hein? Peut-être il faut qu'il y ait une force importante, je ne sais pas. Je suis en train seulement de poser des questions. Est-ce que la France est en train de dire maintenant que s'il y a cet accord de paix entre le Rwanda et le Congo, il faut qu'il y ait aussi un dialogue interne, genre Senko, genre Obasanjo, genre Sun City. Alors, je pose seulement parce que j'insiste. Dans cette histoire de l'Ukraine, la France a joué un rôle central pour faire plier Trump. Ça, je ne marche pas les mots. C'est vraiment Macron a joué un rôle important. Il faut qu'on se le dise, c'est la vérité. Alors, comme Trump n'a pas de position fixe, il est flexible, il est imprévisible, la France peut amener, comme il a fait dans la situation en Ukraine, à changer l'administration américaine de position. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pour cette raison qu'il faut prendre vraiment la présence de la France dans ces négociations très au sérieux. Très, très au sérieux. Il faut prendre vraiment la position de la France. Il faut connaître pourquoi ils sont là-bas à Doha, qu'est-ce qu'ils veulent et tout ça. Parce que vraiment, nous sommes à bonne position et il ne faut pas que la France vienne gâcher notre fête. Alors, entre-temps, je voulais parler de Olusegun Obasanjo. Dernièrement, j'ai vu au niveau de l'Union africaine, hein, il y avait ce monsieur, le secrétaire, je ne sais pas à quelle position il est là, les Djiboutiens. Je ne sais pas s'il est secrétaire ou il est président, je ne sais pas. Parce que ça ne m'intéresse vraiment pas, je ne regarde pas ça, ça ne m'a jamais intéressé. Alors, il parlait de la paix et la sécurité. Et il voulait qu'il y ait aussi, le commerce entre les États. Et c'est dans ces contextes-là qu'il a parlé aussi de facilitateur dans la crise congolaise. Et c'est là où il a parlé de Uhuru Kenyatta. Mais il n'y avait pas d'Obasanjo. Il n'y avait pas le président de l'Afrique du Sud, l'ancien président de l'Afrique du Sud. Il n'y avait pas de président de l'Éthiopie. Alors, je sais que ces gens-là ces facilitateurs-là, ont été nommés dans le cadre de EAC SADC. C'est alors qu'on a nommé Obasanjo. Obasanjo était d'ailleurs proposé par Ruto et tout. N'oubliez pas que Obasanjo avait fait la campagne pour Raila Odinga, pour qu'il devienne président de l'Union africaine ou secrétaire général de l'Union africaine ou des choses comme ça. Alors, ce qui me surprend, c'est je ne vois pas toutes ces personnes vraiment s'affairer à rencontrer des gens, à rencontrer les opposants. Je ne le vois pas. Les seuls que je vois vraiment se soucier du Congo, c'est les vieux Obasanjo. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle les vieux Obasanjo, parce que vraiment à 80 ans, je ne sais pas si on peut encore l'appeler vieux, ou c'est vraiment, je sais pas comment on peut les qualifier, c'est un vieillard. Alors, je me pose vraiment la question, pourquoi Obasanjo se jette dans cette histoire de la République démocratique du Congo comme il se jette? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des problèmes chez lui, au Nigeria. Il y a des guerres partout en Afrique. Il y a des guerres au Soudan. Il y a des guerres partout en Afrique.
En Libye, on a partout. Mais pourquoi il se jette comme ça dans cette histoire qui concerne la République démocratique du Congo? Venir même avec des propositions des gens, il faut faire maintenant un truc comme un dialogue intercongolais, genre Sun City et des choses. Pourquoi? Je me pose seulement cette question-là. Je sais que je me l'ai posée déjà une fois. J'ai déjà posé cette question. Pourquoi il le fait? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Aïe, 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 aïe. J'ai l'impression qu'il a acheté ce problème-là. Alors, comme moi-même, j'ai vécu au Nigeria 3 ans là-bas, je connais un peu la mentalité. Ça m'étonne, ça m'étonne. D'ailleurs, est-ce que j'étais au Nigeria du temps de du temps d'Obasanjo? Non, ouais, je pense. Ouais, j'étais une fois quand il était président. Non, à 2003, quand je suis rentré pour visiter Lagos, c'est alors qu'il était président. Alors, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a avec lui. Vous comprenez quelque chose? Hein? Lui-même, il s'autoproclame. Donc, il s'autoproclame facilitateur. Ruto lui a dit, allez là-bas. Alors, là où vraiment ça blesse, les bas blessent, là où je trouve vraiment, je me sens même, c'est indécent. Je ne sais pas dans quel contexte, je ne sais pas, vraiment, chers Congolais, chers politiciens congolais, je sais vous voulez le pouvoir, je sais vous voulez vraiment, chers frères et politiciens, je sais que vous voulez le pouvoir, je sais. Mais est-ce que, à quoi vraiment ces messieurs-là vont venir vous aider? À quoi? À quoi vraiment Obasanjo, dans son âge là, et tout ce qu'il est là, il peut venir vous aider? À quoi? Aider les Congos? À quoi? Je ne comprends pas. Et quelqu'un qui, au lieu d'aller dormir chez lui tranquillement, tout ça, qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je pose cette question-là à Katumbi, à Kabila, à Nyamwisi et tout. Vraiment, je ne comprends pas. Il a des relations. Et ces relations vont faire quoi? D'abord, je ne sais pas, il y a même une concurrence entre lui et la Senko. Hein? Il y a maintenant, lui il propose son dialogue à lui, la Senko propose, je ne sais pas quel dialogue va maintenant primer sur l'autre. Et puis, vraiment, ça c'est mon message je ne sais pas, je ne veux pas demander ce message-là à Kabila ou à Katumbi ou mais c'est à Fayoulou que je donne. C'est à Fayoulou que je donne parce que, vous savez, moi, c'est les frères, Fayoulou. Je pense que vraiment, c'est un frère. Alors, ça, lui, j'avais envoyé ça parce que lui, au moins, il est peut-être un peu réfléchi. Je vous en prie, renvoyez Obasanjo chez lui à Lagos pour se reposer ou pour mourir. Je ne vois pas, je ne sais pas. Pourquoi vous réveillez les gens qui sont morts? Renvoyez-les pour qu'il aille se reposer inutilement. Je ne sais pas, renvoyez-les. Si Dieu lui donne encore de vivre 10 ans, qu'il vive tranquillement. Et, ok, s'il ne veut pas qu'il aille faire des médiations, des facilitations, je ne sais pas où. Là-bas, ailleurs, pas en République démocratique du Congo. D'ailleurs, la campagne de Raila Odinga n'a pas réussi. Ruto a des problèmes au Kenya à cause de ça, non? Il a eu des problèmes sérieux parce qu'on lui a dit non, la campagne n'a pas réussi et c'est à cause de la République démocratique du Congo. Alors, si il est venu à la République démocratique du Congo, Tshisekedi n'a pas voté pour Raila Odinga à cause de Ruto. Alors, pourquoi vous acceptez qu'il vienne encore une fois à la République démocratique du Congo gaspiller notre temps par sortir à la télé, tout ça, et se donner de l'importance inutilement? Il paraît qu'il a des fermes, qu'il fait de l'agriculture, peut-être qu'il a même des carrés miniers, mais quand même, vraiment entre nous.
Congolais, vraiment un peu de dignité, un peu de fierté. Même si vraiment nous sommes arrivés à un niveau très bas, on ne peut pas toujours accepter que les gens comme les Obasanjo avec les robes viennent toujours trimballer là-bas. Ça, c'est terrible. Maintenant, je ne sais pas. J'ai l'impression que Tshisekedi a mis l'opposition tellement au mal. Vraiment, ils ne savent plus où mettre la tête. Permettez-moi d'utiliser cette analogie. J'ai l'impression que l'opposition devient comme une prostituée. Donc, tout celui qui vient, Senko vient, prend, Obasanjo vient, prend, Kagame vient, prend, Sassou Nguesso vient, prend. Maintenant même, les vieux là, Paul Biya, ils ne sont même plus de son lit. Mais si, même s'il bouge la tête, prend. Les vieux là, les vieux là de Guinée-Bissau comme ça. Vous avez de Guinée équatoriale. Vous avez vu comment ils marchaient là-bas. Donc, l'opposition, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous arrive, l'opposition? Il y a des gens intelligents là-bas. Vous allez vous faire vraiment asseoir autour d'une table. D'ailleurs, quand j'ai regardé cela, surtout, j'ai regardé le truc de Katumbi là. Katumbi lui-même était débutatif. Il regarde les vieux Obasanjo toujours comme ça. Vieux Obasanjo, qu'est-ce que tu veux? C'est comme si, même leur langage corporel disait, vieux, on est indécent avec toi. Mais pourquoi vous êtes allé vous asseoir là-bas? Vous êtes tellement perdu, vous devenez comme des prostituées qu'il faut parler avec n'importe tout le monde. Même les gens qui n'ont aucune solution à notre problème. Ah, je ne sais pas, mais tout ça, ça démontre le manque de maturité politique. Vraiment, soyez hommes. Soyez hommes, soyez des femmes, soyez dignes, soyez patriotes, soyez vraiment un peu déterminés. Dites seulement, Monsieur Obasanjo, on ne veut plus de toi, rentrez, nous on va chercher peut-être d'autres moyens, mais on ne veut plus de toi, rentrez, va te reposer chez toi au Nigeria. Pourquoi on doit accepter toutes ces bêtises, chers frères et sœurs? Pourquoi? Au nom de quoi on doit être humilié avec les gens comme les Obasanjo? Qu'est-ce qu'Obasanjo va apporter à la République démocratique du Congo? Si les gens de la Senko, qui sont même des Congolais, à qui on peut même faire, qui ont même un brin de confiance là, les gens des Congolais, alors on ne les reçoit pas, mais pourquoi on doit aller vraiment recevoir, gaspiller notre temps avec un certain Obasanjo? Je ne sais pas, mais ok, parce que nous sommes en Afrique, vous savez, on respecte toujours les vieux. Ah, moi, si c'était moi, les vieux, en tout cas, je ne vois pas pourquoi on doit toujours respecter les vieux qui viennent vraiment s'aimer les désordres. En tout cas, je vais dire aux vieux sèchement, sèchement. Vieux, rentre chez toi au Nigeria. Va dormir là-bas. Va t'occuper de Boko Haram. Vous avez vu le président là, Tinubu? Il dort souvent, hein? Il dort tout le temps. Dans toutes les réunions, il est en train de dormir. Dans toutes les réunions, il est en train de dormir. Alors, un type comme ça, on veut qu'il vienne aussi dormir chez nous ou quoi? Vraiment, ça nous insulter. Des gens qui font qui n'ont des facilités, ils nous insultent, ils nous prennent vraiment pour des conchaudes. C'est comme je dis toujours, pour des sardines. On doit arrêter avec ça. On doit, cher président, vraiment, je ne sais pas, je ne sais même pas, mais en tout cas, vous avez beaucoup à faire. Vous êtes, gaspillez au moins vos heures de... Vraiment, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de trucs qui vous arrivent et tout ça. Vraiment, je vous en prie. La Senko même, je peux même avoir un peu même de compassion pour la Senko pour dire non, recevez-les peut-être par courtoisie, même si il n'y a pas de dialogue et tout ça. Parce que ce sont des Congolais. Mais vraiment, président, vous allez gaspiller votre temps avec ces vieux-là. Vous allez gaspiller votre temps avec Obasanjo.
Oh, je connais ton père. Quoi? Connais ton père? Ton père, quoi? Alors, je ne sais pas, mais au Obasanjo, vous savez ce qui me fait rire? C'est quand j'ai dans ma tête là, j'ai une image de lui. Je vois son petit chapeau là comme ça. Et je le vois assis avec les Katumbi et tout ça. Ça me fait rire. Parce que il est tellement frêle, il est tellement, je sais pas. Amboko, n'a évité place ni zo même n'a évité. Vraiment, les gens se moquent de nous pour nous envoyer des gens comme ça. Qu'on nous envoie un fils que quelqu'un qui a un peu d'énergie. Hein? Très chers frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Mbogo, n'a évité. N'a évité. Si tous les gens qui vont rencontrer au Obasanjo, dans votre tête là, qu'est-ce que vous pensez? Vous ne pouvez même pas dire non, Obasanjo, vraiment, on n'a pas le temps. S'il y a un problème, on va les régler entre nous. C'est vous qui dites toujours, ce sont les problèmes congolais, on veut régler avec les Congolais, tout ça. Alors, qu'est-ce qu'Obasanjo va faire dans une affaire des Congolais? Que le Seigneur nous bénisse.